Donc, je suis conseiller technique chez Adalia. Adalia 2.0, en fait, donc bien une ASBL. On est subventionné par la région Wallonne, donc on n'a pas de fonds privés. Hein. On représente pas de marque voilà, on n'est pas commerçant. Donc tous nos conseils sont gratuits. Vous pouvez aller voir sur notre site. Et ce qu'on fait, c'est qu'on sensibilise par rapport aux pesticides et surtout, on propose des solutions alternatives aux pesticides. Donc voilà, pour résumer un peu mon rôle chez Adalia en tant que conseiller technique. Et puis, pour un peu décrire mon parcours, je suis passé par une expérience en maraîchage, donc pendant 3 ans. Et voilà, donc j'ai pu aussi mettre la main dans la terre et expérimenter un peu aussi les solutions qu'on propose, notamment dans nos différents contenus. Alors, je vais rappeler un petit peu les 4 règles d'or. Hein. Donc, on va commencer par ça. C'est vraiment les bases, je vais dire. Ceux qui ont peut-être suivi la formation initiale sur le potager, comment démarrer son potager éco-responsable. Donc, c'était avec moi également. Hein. J'avais déjà parlé des règles d'or à ne pas oublier. Donc, on va parcourir un petit peu ensemble, mais rapidement, hein, pour se rappeler tout ça. Comment faire un diagnostic? Donc, voir un petit peu la méthode à suivre en regardant la plante, comment est-ce qu'on peut savoir le problème ou quel est le responsable des symptômes qu'on a sous les yeux. Et puis, on va commencer par voir un petit peu des photos de ravageurs. Donc, ce sont les insectes ou autres animaux qui nuisent à nos cultures. Hein. On va voir qu'on peut on peut relativiser les nuisances, mais il s'agit quand même de ravageurs dans ce cas-ci. Et puis, on terminera par quelques maladies et ravageurs, mais spécifiques, donc qui sont propres à certains légumes au potager. Je pense à la mouche de la carotte, notamment. Euh, voilà. Je vais vous inviter à participer à un tout petit sondage. Vous allez voir, c'est une question à choix multiple. Euh, hop, si j'arrive à lancer. Voilà, normalement, vous avez le sondage sous les yeux pour, pour que je sache un petit peu justement, mais qu'est-ce qui vous tracasse le plus comme, comme ravageur ou comme maladie au potager. Et à la suite de ça, je pourrais un peu orienter aussi le contenu parce qu'il y a beaucoup de choses à voir en 1 heure. Voilà, je vois qu'on commence à répondre. Alors, sans surprise, on va parler de limaces, notamment les tomates, donc les maladies sur tomates. Ça vous préoccupe aussi. Pucerons, on est en plein dans la période des pucerons, hein, vous aurez remarqué au jardin. Ok, je vois que tout le monde a répondu. Super. Hop, je vais prendre une petite photo comme ça. J'ai ça sous les yeux, peut-être pour me souvenir à la fin. Voilà. Alors, voilà. La première règle d'or. Au potager, en tout cas, ce que moi je conseille, c'est de ne pas mettre d'intrants chimiques, c'est-à-dire pas d'engrais de synthèse. Donc, typiquement les engrais liquides, les fertilisants NPK. Donc, NPK, c'est azote, potasse et phosphore. Hein. Phosphore, potasse, pardon, dans l'ordre. Ça, c'est typiquement pour donner un coup de fouet aux plantes, mais ça va pas résoudre des problèmes de carence sur le long terme. Donc, on préfère, nous, conseiller des amendements organiques hein, qui vont se dégrader lentement, nourrir le sol, et puis ensuite nourrir vos plantes. Donc, on évite tout ce genre de choses, ce genre de bidons, ou même les granulés typiques qu'on voit dans les balconnières. Parfois, on a tendance à épandre ce genre de choses, mais non, ça à éviter.
Aussi, évidemment, les pesticides, hein. Donc, il y a des pesticides qui sont encore pas mal vendus en jardinerie. Si vous voyez un petit peu les exemples ici, vous avez certainement déjà vu des granulés anti-limaces, notamment. Bah, il y a de toutes sortes. Enfin, il y a surtout deux catégories. Des pesticides dits de synthèse qui sont malheureusement beaucoup plus rémanents, qui restent toxiques dans l'environnement longtemps. Et puis, il y a heureusement une autre catégorie de produits à faible impact, entre guillemets. Et ce sont des produits qu'on va peut-être conseiller en dernier recours, hein, je dis bien, parce que ça reste des pesticides, mais avec un impact moindre. Et notamment, tous les produits autorisés en agriculture bio sont des pesticides à faible impact, sauf certaines exceptions qu'on verra plus tard. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions aussi sur ces produits-là. Voilà, ça fait partie de mon rôle aussi. Alors, ici, on va parler rapidement, hein, de la rotation des cultures. C'est un peu une étape de préparation, hein, quand on va commencer à semer et à se dire, OK, telle parcelle va accueillir tel légume. Ben, c'est bien d'avoir un plan en tête pour justement ne pas faire exactement comme l'année précédente et décaler chaque culture d'une ligne. Donc ici, on est en dessous dans l'exemple sur 6 ans, on voit l'alternance, hein, des cultures qu'on décale d'année en année vers le haut ou vers le bas, hein, peu importe, du moment qu'on ne retrouve pas la même culture au même endroit. Ça peut très bien se faire sur 4 ans, tout simplement, hein. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors, d'abord, c'est pour surtout ne pas fatiguer le sol parce qu'on va mettre un petit peu de compost en début d'année, peut-être pas tous les ans, et certains légumes ont besoin de plus ou moins d'azote, plus ou moins de phosphore. Ils vont aller puiser dans le sol des éléments en profondeur ou en surface, selon les familles de légumes. Voilà, donc c'est vraiment pour maintenir la fertilité qu'on essaie d'avoir cette rotation. Aussi, ce qui est important surtout pour moi, à mes yeux, hein, c'est pour limiter l'impact des attaques de ravageurs d'année en année, donc des maladies ou des ravageurs. Typiquement, si on a des maladies sur pommes de terre, euh, ben, on essaye de pas mettre des pommes de terre chaque année au même endroit parce qu'on risque de revenir avec cette maladie beaucoup plus rapidement d'année en année et d'avoir un problème croissant d'année en année. Donc, c'est pour casser le cycle et pour avoir cet effet de coupure, puisqu'il y a des maladies qui sont propres ou des ravageurs qui sont propres à certaines cultures, quoi. Voilà. Et puis aussi pour les mauvaises herbes, bah, il y a certaines cultures nettoyantes. Justement, les pommes de terre, ça, c'est vraiment typiquement une culture qu'on dit nettoyante parce qu'elle couvre assez bien, elle va occuper beaucoup de place et va étouffer, entre guillemets, d'autres plantes adventices. Alors, troisième règle, c'est prendre soin du sol. Alors, le sol est un milieu vivant. On commence à vraiment avoir des études là-dessus. Les fameux vers de terre, bah, on les connaît, mais il y a beaucoup d'autres choses, des microvertébrés, invertébrés plutôt, donc même des bactéries, des champignons, qui vont aider à justement décomposer, minéraliser toute la matière organique en surface. Et tout doucement, c'est comme un tube digestif en fait. Ils vont décomposer tout ça pour rendre ça accessible, tous ces éléments accessibles aux plantes. Donc c'est grâce à cet écosystème, ce sol vivant, qu'on va pouvoir avoir des plantes en bonne santé. Donc c'est pour ça qu'on veut respecter justement les couches du sol, ne pas trop le retourner, apporter régulièrement de la matière organique. Et, voilà, c'est tous les principes qu'il faut avoir en tête au moment de la préparation. Éviter ce qu'on voit ici sur la photo, hein, un beau terrain bien labouré, en profondeur. Là, voilà, c'est malheureusement, c'est ce qu'il faut éviter. Après, on peut travailler le sol, mais en n'allant pas trop loin et en utilisant peut-être des outils plus adaptés, du style fourche-bêche ou grelinette, pour ceux qui connaissent. Et puis, on le dit pas assez, mais prévenir au lieu de guérir. C'est vraiment ça qu'on va appliquer comme principe au potager et dans le jardin. C'est qu'il faut bien observer,
et mettre en place des mesures préventives du style sur la photo, on voit bien le filet, hein, le voile anti-insectes. Mais là, ça s'est apposé au bon moment, avant l'apparition du ravageur, si vous avez donc des insectes qui arrivent et que vous mettez le voile par après, ça ne sert plus à rien. Donc c'est des moments clés qu'il faut avoir en tête et ça passe par une observation, il n'y a rien à faire. Il faut aller souvent voir nos légumes, comment se portent-ils? Est-ce qu'il y a des taches? Est-ce qu'il y a des trous dans les feuilles? Voilà. Et puis évidemment, créer un environnement favorable. Si vous avez un jardin tondu à ras, aucune fleur de toute l'année et vous avez un petit oasis où vous voulez justement cultiver vos légumes, vous aurez peut-être plus de problèmes que dans un jardin qui a plus de fleurs, plus de diversité et qui va attirer plus de prédateurs et donc d'auxiliaires. Je vais beaucoup parler d'auxiliaires, donc ce sont des insectes ou des animaux qui vont nous aider à combattre ces fameux ravageurs. Mais il faut qu'ils soient bienvenus, il faut qu'ils se sentent bien chez vous. Donc voilà, c'est important d'avoir ça en tête, évidemment, au moment où on aménage son jardin aussi. Voilà. Alors, le diagnostic, alors, je vais répéter, hein, observer, identifier, relativiser. Alors, observer, bah, ça paraît évident, mais voilà, on est toujours confronté à des questions de personnes qui viennent nous voir. Oui, mais moi, j'ai ma plante qui est presque entièrement couverte de pucerons, de chenilles. Qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, là, malheureusement, c'est trop tard. Donc, ici, sur la photo, là, c'est encore un début d'attaque. Ici, c'est notamment des chenilles de la périte du chou. On peut encore agir. Mais pour ça, il faut être vigilant parce que ça peut aller très vite. Et puis, il faut peut-être aussi s'informer correctement. Quelle chenille, à qui j'ai affaire? Est-ce que ce sont des chenilles urticantes? Est-ce que je peux les toucher? Quel produit est-ce que je vais mettre? Voilà. Donc, se poser les bonnes questions. Et moi, ce que j'ai tendance à faire, hein, on voit ici le schéma, ben, il s'agit de parcourir la plante de haut en bas, de simplement regarder les feuilles et aussi en dessous des feuilles, hein, parce qu'on a souvent, comme sur la photo précédente, des ravageurs qui se cachent, hein. Ils n'ont pas envie de rester en plein soleil souvent, donc ils vont se mettre en dessous des feuilles et commencer à faire leur petite vie en dessous et à s'attaquer aux feuilles. Donc on voit pas tout de suite. On voit les symptômes, notamment les pucerons. Ben, on voit il y a des déformations, il y a du miel qui coule. Voilà, donc on voit que la plante va pas très bien, mais il faut aller inspecter un peu toute la plante avant de tirer des conclusions, même aller jusqu'aux racines, hein. Il faut pas hésiter à aller voir jusqu'en bas. Tiens, ben, est-ce que mes racines se portent bien? On verra qu'il y a beaucoup de ravageurs qui s'attaquent aux racines également. Alors, on peut s'armer de livres, hein, notamment. Moi, j'ai quelques livres de référence. Si vous voulez, en fin de présentation, je vous mettrai quelques liens. Mais maintenant, on va vite sur Google Photos et on trouve aussi pas mal de photos. Cela dit, attention, s'il s'agit de maladies, de taches, il n'y a rien qui ressemble plus à une tache qu'une autre tache. Donc, si on veut être sûr, vaut mieux aller sur des bons sites ou alors carrément envoyer un échantillon. C'est pour ça que j'ai mis ici quand même le site internet de la clinique des plantes. Ça, c'est la version française. Mais chez nous, on a api.be en Belgique, qui est un site plus orienté agriculture, mais qui a quand même quelques bonnes photos pour justement suivre un peu, bah, tiens, ouais, les étapes pour identifier le problème que j'ai. Et voilà, c'est assez bien fait. Et puis, au pire, vous pouvez envoyer justement à la clinique des plantes à Louvain-la-Neuve votre échantillon. Là, c'est un service payant, mais ça peut se faire si vraiment vous voyez pas ce que c'est. Et voilà, notamment dans le cas des maladies, eux, ils ont un laboratoire pour analyser tout ça. Sinon, bah là, voilà, moi, je peux évidemment répondre aux questions, hein. Donc, voici mon adresse mail, bastien@adalia.be. Envoyez-moi une photo, c'est toujours mieux. Et je peux vous aider éventuellement à reconnaître le problème, à identifier le ravageur en question. Voilà.
Ah oui, et aussi, on peut, donc si vous vous abonnez, hein, on vous envoie plus ou moins une fois par mois une alerte au jardin. C'est-à-dire c'est un peu comme les systèmes d'avertissement phyto pour ceux qui connaissent, mais c'est adapté au jardin de particulier. Donc si c'est le moment, tiens, de lutter contre tel ravageur, je pense ici notamment, on a eu le cas pour les vergers, c'était le moment justement de mettre un piège pour attraper les vers des pommes. Donc là, le papillon justement qui fait ces chenilles-là. Et c'est le moment maintenant pour mettre un piège. Bah, là, on envoie notre alerte au jardin et voilà, on essaie de faire ça au bon moment, pas trop tard, pour que ça ait averti. C'est un peu le système qu'on a en place. Alors oui, ben, c'est sûr que on n'est pas des professionnels. On parle ici d'un jardin de particulier, d'un potager, voilà, qui ne va pas qui ne dépend pas non plus de la demande ou des exigences d'une clientèle. Si vous avez quelques pertes, c'est pas très grave. Je pense surtout aux pucerons qu'on voit beaucoup pour l'instant. Vous dites, oui, là, c'est la catastrophe. Qu'est-ce que je dois faire? Mais les feuilles les tiges sont recouvertes. C'est vrai que c'est impressionnant. On a des colonies de pucerons. Après, c'est pas forcément dramatique dans le sens où la plante survit. Elle va certainement peut-être s'affaiblir. C'est pour ça qu'il faut être vigilant quand même si on voit que ça persiste. Là, on peut agir, mais pour l'instant, il faut se dire qu'il y a des auxiliaires qui vont aussi arriver, si c'est pas déjà le cas chez vous, et donc des insectes qui vont se servir, qui vont justement être attirés par ces pucerons et venir rétablir l'équilibre. C'est un écosystème, un jardin, donc peut-être on agit sur cet écosystème, on le perturbe un petit peu, mais voilà, si c'est bien fait, la nature reprend un peu son rôle de régulateur avec ces oiseaux, ces insectes qui vont nous aider. Voilà. Donc évidemment, il n'y a pas que les coccinelles, hein, il y a beaucoup d'autres prédateurs de pucerons au jardin. Pour prendre l'exemple des pucerons. Voilà, voilà. On en parlait justement à l'instant. Donc sur les photos, c'est clairement des pucerons. Alors, vous avez peut-être pas encore ce cas chez vous. Si oui, voilà, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, dans certains cas, on peut agir en douceur, en écrasant tout simplement les pucerons à la main. Hein, c'est pas toujours très plaisant à faire. Mettez des gants si vous voulez, mais quand on a ce genre de cas à l'extrémité des feuillages, voilà, certains endroits autour des boutons floraux, notamment sur les rosiers, ben, c'est assez visible. On peut écraser facilement là où ça pose problème. Et cela dit, on va peut-être pas faire ça sur tout le jardin. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a des solutions préventives. Il faut savoir que les pucerons vont arriver sur des plantes qui sont très bien nourries et peut-être un peu trop. Donc, avec un excès d'azote, on a des plantes qui font beaucoup de feuilles. Elles sont très tendres et ça va attirer les pucerons qui vont pouvoir justement attaquer la plante plus facilement. Et voilà, donc là, il serait préférable de ne pas répéter ça chaque année, éviter l'excès d'azote, euh, favoriser l'installation des ennemis naturels. Donc, comme je l'ai dit, essayer d'avoir quelques fleurs. On peut associer très bien les fleurs au jardin avec le potager, hein. On peut faire des bandes fleuries. Ça marche assez bien pour attirer les coccinelles, les cirfes, qui vont justement nous aider à réguler les populations de pucerons. Et puis si vraiment c'est envahi, un petit coup de sécateur pour enlever les parties les plus atteintes. Voilà, on peut faire ce sacrifice-là sur des grandes plantes, on peut se le permettre. Hein, si vraiment il y a quelques feuilles qui sont complètement couvertes sur les laitues, en bas de la plante, on peut les enlever. Sinon, clairement, un jet d'eau. Donc là, on est plutôt dans les solutions curatives, hein. On applique un bon jet d'eau. On va tremper un peu la plante pour enlever les pucerons qui vont pas revenir facilement, hein. Et voilà, ça va limiter le problème. Aussi, alors, quand vous avez un abri, donc quand je parle des abris, c'est plutôt une serre, hein. Sous la serre,
ce qui est conseillé de faire, c'est mettre des plaques jaunes engluées. Alors là, c'est un système qui sert plus à détecter la présence de pucerons, mais si vous en mettez beaucoup, ça peut réguler une partie. Donc ce sont des pucerons, dans ce cas-ci, volants, hein, qui vont être collés aux plaques jaunes. Il n'y a pas de produit chimique, c'est simplement de la colle, c'est de la glu. Donc ça marche assez bien. Alors attention, mettez pas ça à l'extérieur, parce que vous allez retrouver un peu de tout, hein, qui risque de se coller là-dessus. Les auxiliaires du commerce, dans le cas où justement sous la serre, il n'y a pas beaucoup d'autres insectes qui peuvent arriver. Alors pourquoi pas acheter des larves de coccinelle? Ça peut se faire, hein. Vous allez sur Internet, vous allez trouver assez facilement. Voilà. Cela dit, ça coûte assez cher. Il vaut mieux observer ce qui arrive naturellement chez vous avant d'avoir recours à ça. Et l'ortie. Alors pourquoi l'ortie? On connaît bien le purin d'ortie, qui est plutôt pour enrichir et voilà, favoriser la croissance de la plante. Mais pour utiliser l'ortie sous forme de préparation pour faire fuir les insectes comme insectifuge, c'est mieux de faire une macération sur quelques jours seulement. Donc 2-3 jours. S'il fait chaud comme maintenant, ça suffit. Vous allez voir qu'une fois que ça a bien macéré, vous filtrez et vous avez un effet insecticide. Il faut le diluer correctement, hein, attention. Mais voilà, ça a un effet contre les acariens aussi et les insectes, pucerons et autres. Alors ici, ceux qui ont déjà eu l'expérience voient tout de suite de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y en a qui savent, qui peuvent peut-être répondre dans le chat? N'hésitez pas, hein. Alors, il y en a qui me disent fourmis. Non, c'est pas les fourmis. Oui, limaces et escargots, hein. Donc dès qu'on voit des trous dans le feuillage, on va se dire déjà c'est un bon signe. Faut pas confondre avec les chenilles. En fait, il y a des traces de bave, hein, et on voit pas le responsable tout de suite. Donc ça, il s'agit plutôt vraiment d'un ravageur nocturne. Il va se promener la nuit quand il fait bien frais et humide. Hein, c'est vraiment à ce moment-là qu'il va sortir. Heureusement, pour l'instant, vous voyez qu'il fait chaud et très sec. On a moins d'attaques par rapport à l'année passée, mais cela dit, au début du printemps, moi, j'ai eu quand même pas mal de dégâts, donc il faut être vigilant. Et on voit aussi sur la photo ici des œufs. C'est très beau, hein, c'est vraiment des toutes petites perles. Là, ce sont les œufs de limaces ou d'escargots. Alors, je vais plutôt parler des limaces parce que les escargots sont plus visibles, posent moins de problèmes que des petites limaces qui vont vraiment passer partout, même sur les jeunes semis. Moi, j'ai plus de problèmes avec les limaces. Les escargots, j'en vois beaucoup moins. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus que je vais me concentrer. Alors, comment faire? Au moment de la préparation du sol, déjà, on peut faire pas mal de choses. Donc, éviter d'avoir des grosses mottes. Il faut affiner la terre avec un râteau, par exemple, justement comme si on préparait pour un semis. Euh, alors, attendez avant de semer peut-être tout de suite vos graines. Moi, ce que je préfère, c'est mettre des plantes à repiquer. Donc, je vais faire pousser mes plantes en pot et puis ensuite, je vais les installer au jardin. Ça permet beaucoup de choses. Déjà d'avoir une plante plus robuste, moins sensible aux attaques, et donc qui a moins de chances de se faire ratiboiser. Attention que au moment de repiquer, la plante ne va pas très bien. On l'a un peu perturbée, donc elle doit refaire ses racines. Il vaut mieux de vigilance justement juste après le repiquage. Mais une fois qu'elle a bien été repiquée, qu'elle reprend bien ses forces, voilà, on verra la différence qu'avec un semis en pleine terre, c'est déjà plus difficile. Euh, alors, il y a des barrières qui existent, hein. On peut mettre ce genre de collerette qu'on voit parfois autour des laitues. Je trouve que c'est plus compliqué quand on a un grand potager. On va peut-être pas s'amuser à faire ça sur tous les plants de laitue. Et puis, autre solution, substrat de tout genre, hein, que ce soit le sable,
les paillettes de chanvre, les cendres de bois aussi, ça marche assez bien. Les limaces sont difficiles à passer, mais s'il pleut ou s'il fait un peu humide, ça ne sert plus à rien. La limace va passer. Donc voilà, moi je préconise d'autres méthodes qui sont plutôt les systèmes de pièges. Alors, ah oui, et un petit mot sur les paillages. Justement, on tombe beaucoup peut-être pour l'instant. Vous allez ramasser vos tontes et peut-être vous allez avoir envie de les mettre en paillage. Alors attendez que ce soit bien sec avant de le faire. Donc laissez sécher vos tontes de pelouse et puis mettez quelques centimètres, pas plus, parce que vous allez peut-être avoir cet effet d'encroûtement et ça pourrit aussi assez vite. Et puis ça va attirer aussi les limaces forcément, hein. Si c'est des végétaux frais en paillage, il vaut mieux éviter. Donc moi je fais sécher un peu au soleil, hop, je mets après au potager. Donc les pièges, alors il y a différentes sortes, hein. On peut utiliser des pommes de terre. Pourquoi pommes de terre? Parce que c'est l'amidon que les limaces apprécient. Mais cela dit, il y a beaucoup d'autres choses qui fonctionnent. Et ici, on voit sur la photo aussi des feuilles de chou. On peut utiliser des pelures de fruits, tout ce que vous avez un peu sous la main et donc de végétal qu'on aurait envie de mettre au compost, ça peut être un appât pour les limaces. Donc vous allez voir, l'effet est assez rapide. Donc le soir, vous allez voir quelques heures après, hop, elles sont là. Et ramassez-les, hein. Donc ne les laissez pas faire. Moi, je les ramasse, je vais les noyer dans un seau. C'est pas très, c'est pour ceux qui ont envie de protéger absolument ces animaux-là. Bon, moi, je les massacre, hein. Je vous le dis tout de suite. Bon, peut-être que j'ai parfois tendance à les partager avec mes poules. Mais bon, en général, je les noie, je les tue, parce que je sais bien que ça se multiplie très bien. Donc, je vais pas non plus essayer d'anéantir toute la limace au jardin, ça ne sert à rien, et puis c'est peine perdue. Mais voilà, je régule à ma façon, parce que j'en ai beaucoup. Alors, peut-être que chez vous, vous en avez moins, et vous vous contentez de les mettre un petit peu plus loin, chacun sa méthode. Mais voilà, faut avoir en tête que ça se reproduit très vite. Donc les bières, la bière, pardon, comme appât, ça marche très bien. Attention, vous en mettez comme ça dans un pot au milieu de la parcelle. Ça n'aura pas l'effet escompté. Elles vont plutôt aller se servir de tout ce qui est autour avant d'arriver dans la bière et se noyer. Donc mettez la bière sous le côté en diluant un petit peu pour éviter d'avoir un effet attractif trop fort. Sinon, bah, les limaces du voisinage vont se retrouver chez vous. Voilà. Alors, autre solution avec des produits qu'on trouve dans le commerce, voilà, ça peut se faire avec des nématodes. Alors, les nématodes, ce sont des tout petits vers minuscules qui vont parasiter la limace ou les œufs. Ça va aller dans le sol, donc vous allez arroser une solution mélangée avec cette poudre de nématode et vous allez devoir maintenir le sol assez humide. Autant vous dire que pour l'instant, c'est pas génial parce que vous allez devoir beaucoup arroser et les nématodes auront un effet limité. En plus de ça, ça coûte assez cher. Mais l'avantage des nématodes, c'est qu'il n'y a aucun risque pour l'environnement et ni pour nous-mêmes, hein, donc c'est pas considéré comme un pesticide. Par contre, les granulés anti-limaces, hein, qu'on connaît tous, là, ce sont bien des pesticides. J'ai bien parlé des nématodes, des anti-limaces classiques à proscrire, hein. Ce sont des granulés bleus qui contiennent du métaldéhyde. Là, le risque, en fait, c'est de retrouver ce produit-là dans la chaîne alimentaire des prédateurs, les fameux hérissons, les musaraignes, même les oiseaux, risquent d'être empoisonnés par ces granulés-là. Donc, évitez les granulés à base de métaldéhyde, on va dire granulés classiques, et préférez des granulés bio, à base de phosphate de fer. Donc, le phosphate de fer qui se trouve d'ailleurs naturellement dans le sol. Ça empoisonne la limace mais qui meurt, pas sur le coup, mais qui meurt lentement et qui va se cacher pour le faire. Donc,
voilà, c'est efficace, hein, mais on ne voit pas forcément le résultat tout de suite. Ça va. Je regarde rapidement les questions. Oui, c'est sûr qu'on peut les déplacer, hein. Euh, alors, oui, les épluchures. Alors, ce que moi je conseille vraiment, ce sont les épluchures d'agrumes, melons, toutes sortes. Et voilà. Après, c'est vrai que les petits pois, les jeunes feuilles de petits pois, ici j'ai quelqu'un qui a l'expérience, malheureusement, elles ont tendance parfois à préférer les jeunes feuilles. Donc, de nouveau, c'est dès les premières feuilles qui sortent de terre, allez voir, sortez la frontale et allez voir la nuit ou au petit matin, parce que voilà, les limaces seront là, c'est certain. Allez hop, je continue. Ah, autre problème. Alors, on a ici un arbuste, hein, qui a été rongé en partie au niveau des racines. Est-ce qu'il y en a qui ont deviné? Ouais, je vois quelqu'un qui parle de râteau-pied. Alors, c'est comme ça qu'on l'appelle aussi. C'est le campagnol. Le mulot, non, parce que c'est un autre animal, hein. Mais le campagnol, oui. Donc, il y a plusieurs espèces et c'est vraiment le cas chez les personnes qui ont un grand jardin ou parfois à proximité d'une prairie ou d'un bois. Et les campagnols ont tendance à avoir vraiment tout l'espace nécessaire pour faire leur galerie et l'herbe haute. Donc, ils vont pouvoir se cacher et se cacher des prédateurs, hein. Donc, ils ont quand même des prédateurs, le renard, les, euh, les buses, les faucons, voilà. Mais pas toujours évident dans un jardin parce qu'on n'a pas forcément tous ces animaux sauvages. Alors, hop, petite photo, si j'ai ça. Voilà. Donc c'est très mignon, hein. C'est un petit rongeur, mais qui fait beaucoup de dégâts. C'est vraiment le seul qui pose problème pour moi au jardin, dans le verger, dans le potager. Ah, parce que une fois que l'arbuste a été rongé, bah, il survit pas, hein, il sèche sur pied. Vous avez acheté ça, vous avez planté, fait tout ce qu'il fallait pour en prendre soin, et puis paf, c'est du jour au lendemain, c'est fini, quoi. Donc c'est assez ralent. Alors le petit conseil, c'est plutôt en fin de saison, quand c'est la période de plantation, mettez un grillage autour des fosses de plantation, enfin autour des racines, hein, assez bien en profondeur. Ici, on a les mesures et emballé jusqu'au collet de la plante. Donc ça, voilà, là je parle des arbustes à planter, des arbres. Si c'est un potager, alors là, il vaut mieux faire une tranchée et carrément faire le contour du potager. Ça demande beaucoup de travail, on est bien d'accord, hein. Mais si vous avez un endroit où ça grouille de campagnols, il n'y a pas énormément d'autres solutions. On voit aussi, hein, le système de piège. Donc là, pour les cœurs sensibles, s'abstenir parce que là, ça risque d'être un peu trash, hein. C'est l'effet guillotine. Donc c'est un piège qui tue sur le coup. Voilà, c'est comme ça, mais ça marche donc très bien. Les professionnels l'utilisent. C'est un investissement qui vaut la peine parce que voilà, ça n'emploie on n'emploie pas de poison ni d'appât. Il suffit de mettre ça dans la galerie, au bon endroit et en mettant des gants, donc pour pas laisser d'odeur. Et voilà, donc ça reste quand même une des seules solutions curatives pour limiter la population. Voilà, il s'agit pas de tous les tuer, hein. On imagine bien qu'ils vont aller ailleurs, mais les autres techniques, même les émetteurs à vibration, on a beaucoup de choses qui se vendent en jardinerie. C'est pas toujours hyper efficace. Il y a même des boules odorantes qu'on peut enterrer. Voilà. Bon, je pense que c'est un effet, ça peut avoir un effet sur quelques semaines, un mois ou deux, et puis voilà, ça revient. Ah oui. Donc j'ai glissé une dia pour parler aussi des ravageurs du sol. On y était avec le campagnol, mais ici ce sont des tout petits ravageurs euh, qui ont tendance à manger donc les petites racines des jeunes plantes.
Surtout quand on a un potager qui vient d'être installé sur une prairie ou un gazon. Moi, j'ai fait l'expérience. On se retrouve avec beaucoup de petites larves et on se demande toujours, bah tiens, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Ici, il y a un petit jeu qui consiste à trouver l'intrus parce il y a une larve ici qui n'a pas sa place en tant que nuisible, hein. Vous avez peut-être ça en tête. S'il y en a qui peuvent peut-être répondre dans le chat. Oui, c'est juste, c'est bien la cétoine, hein. Donc c'est une grosse larve ici en haut à gauche, bien dodue, qui ressemble à sa voisine juste à côté. Moi, j'ai pris la photo chez moi parce que j'étais assez frappé de retrouver ces deux larves au même endroit, alors que bon, a priori, ils n'ont pas le même habitat. Le hanneton, la larve de hanneton, on le trouve assez régulièrement en bêchant ou en travaillant un petit peu le sol. Il se trouve bah, dans les gazons, dans les potagers. Et puis, il va se nourrir un peu de tout, de toutes les racines, un peu partout dans le sol. Par contre, la cétoine, la larve de cétoine, se nourrit de bois mort ou de matière en décomposition. Donc, c'est typiquement un endroit comme le compost qui pourrait se trouver, ou en sous-bois, ou dans une bûche en décomposition. Moi, pourquoi j'ai trouvé ces deux larves au même endroit? C'est parce que j'avais mis dans mon potager, j'avais enterré du bois mort. Voilà, j'avais entendu ça dans certaines techniques de permaculture pour absorber l'humidité et nourrir le sol un petit peu en, en bois, en lignine, et l'acétoine se trouvait dedans. Donc, j'ai pu voir la différence et c'est clairement différent, hein. On voit là, l'une à côté de l'autre, il y a, voilà, il y a moyen de se tromper, mais quand même, en regardant bien, on voit des longues pattes chez le hanneton et plutôt un gros abdomen et une petite tête pour la cétoine. Voilà, quelques éléments pour les différencier. Donc, le hanneton, voilà, c'est pas un ami, hein. On peut clairement s'en débarrasser sans scrupule, mais la cétoine, ce serait dommage. Et en plus, c'est une jolie, c'est un joli coléoptère qui va plutôt se retrouver sur des fleurs, hein, par la suite. Alors les autres, tipules, épiales, noctuelles, les taupins, clairement, ce sont des ravageurs plutôt voilà, sur les plantes à racines, les pommes de terre, même les laitues, les jeunes laitues. J'avais l'expérience de retrouver des tipules, pardon, les taupins au niveau des racines. Une fois que la plante est complètement flétrie, on voit tout d'un coup, hop, on retire la plante aisément avec les doigts parce qu'elle est complètement flétrie. Qu'est-ce qu'on voit en dessous? Bah, le taupin ou ver blanc, hanneton. Donc, on les reconnaît assez bien, assez facilement. Donc, malheureusement, pour les potagers nouveaux, les premières années, c'est c'est un cas assez dramatique parce qu'on doit gérer avec ces larves-là. Alors, une solution, c'est de travailler un peu plus le sol et puis d'aller ramasser, d'aller chercher ça. Ah, on peut piéger, hein. Certains, comme les taupins, on peut les piéger avec des pommes de terre. Donc, vous mettez des pommes de terre que vous avez achetées en grande surface, en rondelles si vous voulez, et elles vont aller d'abord là-dedans. Vous les retirez quelques semaines après et vous plantez vos légumes. C'est un moyen de les piéger. Voilà. Hop. Donc là, on va passer aux ravageurs qui s'attaquent plus spécifiquement à certains légumes. Donc, ce sont les ravageurs spécifiques ou les maladies. Donc, les carottes. Alors, c'est pas une culture réputée facile. Donc, moi, j'avais donné une liste pour ceux qui ont suivi la première formation. Certaines cultures comme les laitues, les courgettes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les radis sont assez faciles pour débuter, mais les carottes, clairement pas. D'abord parce que le semis est assez capricieux, il faut une bonne humidité constante, ça met du temps à lever, et d'autres graines peuvent lever beaucoup plus vite. Donc il faut, voilà, il faut faire la technique du faux semis, justement,
C'est donc ceux qui connaissent pas la technique, il faut préparer le sol, arroser, ne pas semer ces carottes. Regardez, vous allez voir les graines qui vont germer. Ce sont les adventices, hein, les graines naturellement présentes dans le sol. Et puis on désherbe pour nettoyer bien la planche. Et ensuite seulement on peut semer. Donc ça, c'est la technique du faux semis. Voilà. Alors aussi en culture associée, pourquoi pas hein, associer la carotte avec d'autres légumes qui les complètent assez bien. Ce sont tout ce qui est de la famille des Aliacées, donc poireaux, échalotes, oignons, ail. Ça se complète assez bien et ça va repousser l'un comme l'autre les ravageurs de chaque culture. Donc, faut savoir que sur les carottes, il y a la fameuse mouche de la carotte qui n'aime pas l'odeur des oignons. Et vice-versa, la mouche de l'oignon n'aime pas l'odeur de la carotte. Donc, ça tombe assez bien. Et on va pouvoir jouer là-dessus. C'est une des associations les plus réputées et qui a voilà, maintenant avec l'expérience et certaines études, on a pu le démontrer. Alors, à quoi ça ressemble? À une carotte vous avez certainement déjà vu sur vos carottes en fin de culture, vous voulez les récolter et tiens, oh, il y a des galeries. Donc, c'est une larve qui va miner, qui va aller se nourrir de la racine et qui va attaquer tout au long. Et malheureusement, une fois que c'est comme ça, la carotte n'est plus très bonne à être consommée. Si c'est en surface, si vous êtes arrivé à temps et que c'est en début d'attaque, ça va, mais pour les carottes de conservation notamment, là, c'est plus compliqué. Euh, Autre problème, moi, j'ai pas eu trop l'expérience, c'est des feuilles comme brûlées, comme ça, on voit sur la photo. C'est l'alternariose, pardon. Donc, c'est voilà, pas le mildiou, hein, ça peut être confondu avec d'autres maladies. Ici, c'est typique à la culture et ça arrive même en été. On peut avoir parfois des excès d'humidité suite à l'orage, un terrain un peu vallonné, des endroits plus humides, très chauds. Eh ben, on a des problèmes d'alternariose. Voilà. Alors, comment lutter? Donc, de nouveau, rotation des cultures, c'est toujours le même principe. On essaye d'alterner avec d'autres familles de légumes. Donc, justement, on va éviter le céleri, persil, panais. C'est la même famille, les apiacées. Plutôt mettre, je sais pas, pommes de terre ou qu'est-ce qu'on peut mettre, les courgettes. Donc, vraiment, ça peut se compléter assez bien. Donc, faire attention à ça. Alors, aussi jouer sur les périodes de semis. Très tôt dans l'année, bon, le mois de février, c'est un peu tôt, mais bon, on peut essayer s'il gèle pas trop. Sinon, après le mois de mai, parce que qu'est-ce qui se passe en semant ici? Bon, c'est fait, c'est pas très grave, hein. Mais si on sème mois de mai, mois d'avril, on risque d'avoir des problèmes ici avec la mouche, la carotte qui arrive tout doucement maintenant au mois de juin. Fin mai, début juin, on arrive avec des mouches qui sont attaquées, enfin qui sont attirées par l'odeur, par la couleur parfois aussi. Alors on peut mettre des plaques engluées, mais moi je déconseille en pleine culture sans voile parce qu'en fait on risque de piéger d'autres choses. Ça peut être fait dans des cultures sous tunnel ou sous abri. On contrôle un peu mieux. Mais sinon, voilà, les pièges englués, c'est surtout pour détecter la présence de ces ravageurs. Donc voilà, pour les professionnels, pourquoi pas, hein. Sinon, le voile anti-insectes, ça c'est un investissement qui vaut clairement la peine. Ici, on peut l'utiliser sur les carottes, à mettre dès maintenant, dès que vous avez semé, hein, et bien se relever pour pas étouffer et mettre des arceaux, hein. Si vous n'avez pas d'arceaux, vous pouvez contourner vos cultures en mettant des piquets. Ça marche assez bien parce que la mouche ne vole pas très haut. Et puis c'est rentabilisé, vous allez pouvoir l'utiliser sur plein d'autres cultures, hein, donc les choux, les poireaux, etc. Bastien? Oui, Il y a Florian qui demande aussi si le voile d'hivernage permet aussi de garder l'humidité après le semis. oui. Alors,
c'est un voile, oui, un peu en feutrine comme ça, hein. Donc, si c'est bien ça, si c'est pour hâter les semis, ça c'est pas mal, hein. Ça les protège au niveau des gelées. Alors, la mouche, en effet, ça va l'empêcher d'arriver. Mais attention que si vous laissez par ce temps-ci, vous risquez de griller vos semis qui vont germer. Donc, faites attention à ces voiles d'hivernage et ou ces tunnels plastiques. Pour l'instant, on peut les retirer. Il vaut mieux peut-être les laisser la nuit encore un peu parce qu'on arrive au sein de glace, mais d'ailleurs c'est fini, je crois. Mais je vais dire, je pense qu'on n'a plus trop de risques de gelée nocturne. Mais bon, si vous n'avez pas de voile anti-insectes, pourquoi pas, hein. Mais faites très attention à la surchauffe, quoi, hein. Voilà. Je continue. Alors, de nouveau, pour les maladies, la rotation à faire sur 3 voire 5 ans, c'est toujours le cas pour les maladies. Il faut attendre très longtemps, donc 4 voire 5 ans avant de remettre la carotte au même endroit, si vous avez constaté la maladie chez vous cette année-là. Alors, détruisez les plantes qui sont bien attaquées avec les taches et la plante complètement flétrie. Il vaut mieux f vous débarrasser de quelques plantes que d'avoir toute la ligne complètement infectée. Alors, on serait tenté de mettre tout ça en compost. Attention, un compost ne chauffe pas forcément suffisamment pour détruire tous les spores de champignons. Donc ça peut survivre dans votre compost et se retrouver dans le compost final que vous allez mettre au potager. Donc moi, je les détruis ou soit je mets aux déchets verts et j'apporte ça au parc à conteneurs ou je m'en débarrasse autrement, mais j'évite au compost parce que chez moi, ça chauffe pas forcément bien. Toujours aussi les conseils anti-maladie, c'est aérer les semis, donc avoir une distance suffisante entre les plantes, ne pas avoir cet effet d'étouffement trop humide et la circulation de l'air doit se faire assez bien. Et alors, si vous avez des tunnels ou des serres, ouvrez bien. Euh, Ça, c'est très important par ce temps-ci aussi. L'azote aussi, équilibrer vos apports, ne pas mettre trop de compost. Voilà, ça peut attirer les maladies aussi à un des ravageurs. Ça, je l'ai pas dit, mais pour tous les ravageurs du sol, en mettant du fumier frais, par exemple, c'est pas bon parce qu'on va attirer pas mal de larves. Voilà. Et puis l'arrosage, hein, on va forcément, si on laisse tremper toute la nuit, on favorise des maladies. Après, je suis en train d'arroser pour moi à l'instant la nuit parce que j'ai pas d'autre solution pour garder un sol suffisamment humide. Donc ici, on est dans un temps un peu exceptionnel, hein. La météo, voilà, je pense que les maladies, il y a moins de risques de toute façon pour l'instant. Ok, alors on passe à une autre culture. Il y en a qui ont peut-être chez eux pour l'instant, c'est l'oignon et poireau aussi, hein. Même ciboulette. On peut constater que certaines feuilles commencent à être atteintes. D'abord pour parler un peu de la culture. Alors c'est une culture assez facile. Vous commencez les oignons avec des petites bulbes des bulbilles à semer déjà à la sortie de l'hiver, au début du printemps, et ça pousse assez rapidement. C'est pas une culture très exigeante, pas besoin de beaucoup d'arrosage, mais attention, il faut quand même désherber et faire attention à la concurrence. Mais parfois, il suffit d'un bon paillage et ça peut faire l'affaire. On peut associer avec persil ou carottes, comme on l'a vu, hein, c'est des bonnes associations complémentaires. Alors par contre, malheureusement, c'est une plante qui est assez sensible, aussi bien au niveau de certaines mouches. Alors on a deux sortes de mouches. La mouche de l'oignon, qui va pondre plutôt au niveau du collet et qui va faire des dégâts dans la bulbe, qui va vraiment faire pourrir la bulbe si c'est bien attaqué. Ou alors une autre petite mouche qu'on appelle la mineuse du poireau, mais qui
attaque elle aussi l'oignon. Et là, à ce moment-là, elle va se retrouver plus comme sur la photo au niveau des feuilles. Typiquement, si vous voulez aller voir maintenant, c'est un peu la période. Vous allez voir des petites piqûres comme ça en ligne tout au long de la feuille. Alors, si vous avez de la ciboulette, c'est un peu l'avertissement, le moyen de savoir si vous avez affaire à la mouche chez vous. Vous allez voir la ciboulette, vous allez observer un petit peu les feuilles, hein, c'est tout petit, hein, mais on reconnaît bien ces alignements de piqûres. Donc là, ça veut dire que la mouche mineuse est chez vous. Donc attention, pour bien faire, c'est le voile tout de suite. Voilà. Mais ça risque d'être un petit peu tard. Donc faites attention, mettez-le tout de suite de préférence, hein, et allez voir au niveau des feuilles. Alors ça flétrit légèrement, ça jaunit, et vous allez voir que début de l'été, on peut avoir certains gros dégâts sur les feuilles. Donc la croissance se fait beaucoup plus difficilement et on a des petits oignons. Bon, vous allez me dire c'est pas très grave, il faut le savoir. Ah oui, il y a aussi la teigne, hein. Là, c'est plus une mouche, c'est un tout petit papillon qui pond sur poireaux, oignons aussi, qui va faire des galeries dans les feuilles. Donc de nouveau, c'est aussi un problème. Là, on peut aussi se permettre de ne pas trop agir maintenant parce que c'est plus grave en fin de saison. Sur les poireaux plutôt d'été, là, on va plutôt agir en coupant les feuilles. Et là, elles repoussent, donc c'est pas très grave. Euh, Au niveau des maladies, de nouveau, c'est pas encore trop la période, mais la rouille arrive très facilement sur les Aliacées. Donc c'est la famille, hein, ici, des poireaux, oignons, etc. Rouille qui est très caractéristique puisque c'est des pustules oranges. C'est vraiment des taches orange, jaunes sur les feuilles qui finissent par flétrir, devenir jaune. Et voilà, c'est très caractéristique. Donc voilà, essayer de couper. Moi, j'utilise mes petits ciseaux sur ma ciboulette. Souvent, bah, je vois ça. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, rotation de nouveau. Le fumier, tout ce qui est apport de matière fraîche à éviter. Et puis, on essaie d'enlever, si on a des restes de culture, d'une culture précédente, il vaut mieux enlever. Euh, Surtout si c'est des aliacées qu'on a mis avant, qu'on veut replanter des poireaux maintenant, éviter d'avoir des résidus de culture au même endroit. Voilà, détecter les piqûres, comme je l'ai dit, couvrez avec un voile. Et petit truc aussi, je sais qu'on n'est pas toujours favorable au plastique, mais dans certains cas, ça peut quand même être un avantage ici pour notamment lutter contre la mouche de l'oignon. Le paillage plastique aura un effet dissuasif. Donc ici, c'est pas mal. Hop, voilà, je passe un peu vite. Euh, Adélaïde, il y a des questions pour l'oignon? Non? Non, pas pour l'oignon. Les autres questions, on les gardera pour la fin, mais là, Ah pas ouais, pour cette partie-là, en tout cas. ça va, ne vous inquiétez Et pas, hein, si je passe un peu vite, mais on garde les questions peut-être pour ouais, pour la fin. Et donc, pour plus info, il va tard. bientôt être 21h. Comme ça, tu sais. Dans 2 minutes, il est 21h. Ok, très bien. Voilà, je vais accélérer du coup. Voilà. Les tomates. Alors, les tomates, ici, on espère avoir une année plus favorable en ce qui concerne la météo, parce que clairement, l'année passée, c'était catastrophique. Ceux qui ont essayé d'avoir des tomates, qui ont bien essayé parce que c'était pas facile, on a eu malheureusement beaucoup de plantes malades dès le mois de juin, parce que voilà, beaucoup de pluie, une météo fraîche, humide et puis un peu chaud l'été. Mais comme il y a une persistance de cette humidité tout au long de l'été presque, on n'a pas pu avoir beaucoup de tomates en fin de culture. Donc c'est clairement une culture très sensible. Chez nous, il y a moyen, mais en abritant la tomate de la pluie, soit avec une serre, soit avec une petite toiture, hein, on va voir ça tout à l'heure. C'est une culture quand même exigeante en matière organique,
mais qui n'est pas si difficile à démarrer, hein. Et vous avez certainement déjà semé vos tomates et peut-être déjà repiqué, hein, donc c'est une culture qui est pas très compliquée. On va pouvoir planter ça. Pour l'instant, c'est la bonne période, hein, au mois de mai. On peut repiquer nos plants de tomates, bien les enterrer, hein. On peut bien les mettre bien profondément dans le sol et les enterrer jusqu'aux premières feuilles. Ça permet d'avoir un bon enracinement, beaucoup de compost, beaucoup de matière organique, puisque c'est une culture exigeante. Alors, on peut jouer sur les variétés. Pourquoi? Parce que si on va avoir des tomates tôt dans la saison, il vaut mieux avoir des variétés hâtives ou du style plante, pardon, tomate cerise. Donc, les petites tomates vont mûrir plus vite. Et donc, à l'avantage, c'est d'avoir des tomates avant que n'arrive la maladie, les premières taches. Alors, c'est vraiment l'avantage et c'est ça qu'on cherche, voilà, chez nous, en tout cas, par nos climats. Il faut aller vers ça, en tout cas. Alors, quelques cultures associées, mais c'est surtout le basilic, hein, qui se marie bien, puisque on peut planter ça au pied. Alors, il faut quand même imaginer qu'on a des plantes assez développées au-dessus et le basilic est à l'ombre, ce qui lui apporte suffisamment de fraîcheur. Par contre, dans une serre, voilà, je redoute que le basilic ne monte vite en fleurs et c'est pas forcément adapté. Donc, le basilic aime bien un endroit frais et un peu ombragé. Donc voilà, mais pourquoi pas l'associer aux tomates et en cuisine, évidemment, ça se marie bien. Alors, pour ceux qui connaissent pas le mildiou, pour le départ de taches, ça ressemble un peu à ça, hein, sur les photos. On voit deux petites taches ici. Ça commence comme ça et plutôt sur les feuilles du bas. Et puis, ça peut s'attaquer aux tiges et finalement aux fruits. Et voilà, donc on a une température pas encore très chaude, hein, à partir de 10, 15 degrés, des nuits plus chaudes aussi, et surtout par temps humide. Donc il faut un peu d'eau, une pellicule d'eau, et c'est ça qui fait reproduire les spores. Alors, ce que je dis pas ici, mais ce qui est très bon à savoir, c'est que le mildiou euh, grillé, c'est-à-dire que si la température est trop élevée, là il faut quand même aller jusqu'à 40 degrés. Dans une serre, c'est possible. Le mildiou est stoppé, donc on va quelque part désinfecter ces spores, détruire ces spores. Alors, si la température baisse, elle peut revenir et reproliférer, malheureusement. Donc, mais pourquoi pas fermer les portes de la serre et faire chauffer la serre un coup de chaud, ça peut être bénéfique. Voilà. Bon, si on n'a pas de serre, il faudra faire autrement. Ah oui, donc l'alternariose, ici, c'est vraiment une maladie aussi spécifique pour les plantes de tomates. Pour la différencier du mildiou, il s'agit de taches qui commencent à un endroit qui grossissent de manière concentrique et souvent au niveau des fruits. Ici, on voit sur les photos autour des pédoncules, hein. Donc, là où s'attache le fruit et la tige. Voilà. Donc, ça se traite un peu de la même façon, hein. C'est pas très différent. C'est moins grave que le mildiou, mais quand même, c'est embêtant. Alors, les moyens de lutte préventifs, bien, on élimine tout ce qui est résidus de culture d'années précédentes. Si on a des vieilles tiges, des vieilles feuilles contaminées, éloigner ça et jeter ça le plus vite possible parce que forcément, il y a des spores qui vont en venir. Arroser, c'est toujours au pied, hein. C'est la règle d'or, mais un peu pour toutes les cultures, mais surtout pour les plantes tomates, ne pas asperger les feuilles. Il s'agit vraiment de viser les racines et donc de bien arroser. Alors, si on a besoin d'arroser régulièrement pour l'instant, je ne sais pas s'il y en a qui ont essayé ces systèmes, c'est les Zoya, ce sont des vases en terre cuite qu'on enterre dans le sol et c'est pas mal du tout, ça permet d'irriguer la terre autour. En fait, c'est l'eau qui va transpirer, qui va passer à travers la paroi des Zoya.
de la terre cuite et qui va se diffuser dans le sol et ça permet d'avoir un arrosage sur quelques jours comme ça. Enfin, c'est assez pratique quand on part en week-end ou quelques jours en vacances. Voilà, bon, faut l'investir. Donc, pour éviter un excès de chaleur comme ceci, on a l'avantage par rapport à la serre, on a simplement une toiture. Donc, on a moins de chaleur, plus d'aération. Maintenant, voilà, ça n'empêche pas d'avoir la maladie à un moment donné sur vos feuilles. Mais ça peut en tout cas mettre les chances de votre côté pour l'avoir le plus tard possible. Alors, la règle aussi, c'est quand on a un début de tache, comme on a vu sur les photos d'avant, dès que la feuille est tachée, il ne faut pas hésiter à supprimer toute la feuille. Hein, si malheureusement on arrive un peu tard et que la tige est contaminée, voilà, on peut prier en espérant que ça n'avance pas trop vite, ou alors carrément supprimer la plante entière. Il faut en arriver là pour se dire, OK, on préserve les autres plantes. Ça va. Alors, tout ce qui est traitement, même naturel, hein, ce sont toujours des traitements préventifs. La bouillie bordelaise qu'on connaît assez bien maintenant, avec un peu de recul, il s'agit que d'un traitement préventif. Hein. On ne guérit pas la maladie avec le cuivre. Et attention aussi au dosage, parce que ça, c'est maintenant prouvé que ça va s'accumuler dans le sol et pour finir par être toxique pour certains animaux. Et aussi les champignons bénéfiques du sol. Puisqu'on a vu que le sol est vivant, faut éviter. Donc, le sol, enfin le cuivre, à utiliser avec parcimonie. Vraiment. Et maintenant, je dois dire que dans le commerce, il y en a de moins en moins. C'est pas pour rien. Donc, même si c'est autorisé en bio, ça reste problématique pour le sol, malheureusement. Donc, une autre solution, c'est d'avoir une préparation à base de prêle qui contient beaucoup de silice et qui va empêcher les spores d'arriver sur les plantes. En tout cas, de protéger les feuilles et de renforcer le feuillage à ce niveau-là. Voilà, on arrive sur d'autres plantes. Une autre culture, c'est le chou, qui aussi redoute pas mal de choses. Hein. Alors les choux, pour l'instant, ils sont pas encore très gros en tout cas ce qui me concerne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça dure assez longtemps. C'est une culture qui prend beaucoup de place, donc il faut prévoir suffisamment de place au potager. Typiquement, c'est une culture à repiquer et voilà, une culture associée, pourquoi pas l'absinthe. Ça a un effet apparemment bénéfique pour repousser certaines chenilles, la pyrite du chou notamment, qui est vraiment l'ennemi, euh, un des ennemis du chou. Voilà, justement, des photos pour illustrer ça, c'est la chenille qui va commencer à manger, faire des trous dans le feuillage petit à petit, et puis d'un coup, on peut se retrouver avec un chou complètement défolié. Il n'y a plus que de la dentelle, donc il s'agit d'agir assez vite. Il ne faut pas hésiter à les écraser avec les doigts. Hein, et il n'y a pas de risque, c'est pas des chenilles urticantes. Mais voilà, ça risque de vous faire beaucoup de travail si vous arrivez trop tard aussi. La bonne nouvelle, c'est que ici, pour l'instant, on n'a pas encore trop de dégâts. Si vous allez voir plutôt ça en fin d'été, sur vos choux aussi plus développés. Voilà. Mais soyez vigilants. Et alors, quand il fait chaud et sec, on peut aussi avoir des altises. Donc, ce sont des tout petits coléoptères hein, qui ont tendance à sauter quand vous vous approchez. Elles tombent au sol, mais elles reviennent. Hein. Alors, pour, euh, pour éviter ça, bassinez vos feuilles. Il faut mouiller au mieux vous mouillez vos feuilles avec un bon jet d'eau, moins vous aurez d'altise. C'est pas la solution miracle, hein, mais ça aide. Donc on a ça sur les choux, les radis, navets, donc la même famille botanique. Donc on voit pas vraiment les dégâts. En fait, ce sont tous des trous, hein, vraiment des tout petits trous, mais à force, ça affaiblit la plante, forcément. Alors autre insecte qu'on a déjà vu, hein, le puceron. Plutôt ici le puceron cendré, c'est un problème en fin de culture aussi, puisqu'elle commence
enfin, elle est résistante au froid. Et on peut avoir des choux de récolte de fin d'année. On est content d'avoir des choux encore à ce moment-là, mais malheureusement, il faut faire attention aux pucerons cendrés. Voilà. Les solutions. Alors, voile anti-insectes contre les papillons de la pyrrhide. Donc, attention à ne pas avoir des feuilles qui touchent le filet, sinon le papillon peut pondre à travers. Écraser les œufs à temps, donc ça, pour ça, il faut observer régulièrement, comme on l'a dit. Et la roquette, alors là, c'est un peu comme la ciboulette, hein. La roquette va vous permettre d'un peu faire l'alerte pour les attaques de pyrrhide. Vous voyez un petit peu le papillon tourner autour de la roquette, le papillon blanc, c'est la pyrrhide qui va attaquer, qui va commencer à pondre. Donc, soyez vigilants. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis comme traitement? Oups. Oui, l'ortie, bon, voilà, ça peut agir. On voit aussi dans certains bouquins, on parle de Tanésie également. On a parlé récemment aussi de l'absinthe. Ce sont des plantes qui ont une très forte odeur. Donc vous coupez les morceaux et vous les éparpillez en paillage, hein, entre les cultures. Et ça a un effet voilà, dissuasif pour certains insectes, notamment les papillons ici, puisqu'il s'agit vraiment de jouer sur les odeurs. Marie nous dit la menthe aussi. Ça peut, Ah oui, voilà. bonne association avec les choux. Ouais. Ah bah ça m'étonne pas. Alors, on a parlé de l'arrosage, hein. Alors, pour agir contre les pucerons, tout ce qui est solution savonneuse, le savon, attention, bien choisir un savon dégradable à base végétale, hein, donc l'huile d'olive pour le savon noir, hein, typique, ou qu'est-ce qu'on peut avoir? Oui, à base d'huile de lin. Donc, c'est des savons qui sont quand même assez corrosifs presque, j'ai envie de dire. Donc, mouiller, mais attention à bien diluer et à traiter plutôt en début de journée ou en soirée. Parce que si vous traitez en plein soleil, vous risquez de brûler vos plantes. Pareil pour tout ce qui est solution à base d'huile. Ça a un effet insecticide, mais de nouveau, attention que vous risquez aussi de brûler vos plantes. Et attention aussi, pour tout ce qui est traitement insecticide, même l'ortie, ils font pas de différence entre les auxiliaires et les insectes ravageurs. Donc, c'est un effet à spectre large, c'est-à-dire qu'on ratisse un peu dans tous les sens, on risque d'attaquer, de toucher nos auxiliaires, ce qui n'est pas bon non plus. Donc, voilà, la mise en garde est faite. Pour plus de conseils, puisqu'on n'aura pas le temps de tout voir, évidemment, j'étais un peu long, mais il fallait quand même voir un petit peu l'essentiel. Pour les autres conseils, allez sur notre site internet sur la page Conseil au jardin. Vous allez retrouver pas mal de choses, notamment des conseils par légumes. On a fait une partie spécialement pour ça. Notre label qui met en avant certaines jardineries qui vont justement vous conseiller un peu mieux pour favoriser des alternatives plutôt que des pesticides. Donc là, on vous invite à aller voir près de chez vous sur la carte interactive. Et l'alerte, donc le fameux avertissement dont j'ai parlé au début. Envoyez-moi un petit mail ou allez voir sur la newsletter sur le site. Vous pouvez vous abonner sur le site, hein, et vous allez recevoir cette alerte régulièrement. Donc voilà, pour être averti au bon moment. Voilà, je regarde l'heure. Ok, je j'étais un peu long. J'espère que j'ai pu satisfaire tout le monde. Et justement, en parlant de satisfaction, j'ai un petit sondage et puis ensuite je réponds à vos questions. Ne vous inquiétez pas. Je lance le petit sondage, hop, de satisfaction simplement pour avoir le retour concernant le contenu aujourd'hui. Et voilà. Et maintenant, place aux questions. Adé, tu sais me faire un petit Oui, oui, oui. bilan? Oui.
Alors, euh, donc j'ai un plant de chou romanesco et les feuilles sont toutes trouées. C'est la faute de qui? Ça, c'est une question de Séverine. Alors, euh, c'est c'est peut-être les altises, vu la chaleur. Est-ce que c'est déjà le moment de la pyrite? Moi, je l'ai pas observé. Maintenant, j'ai pas de, j'ai pas des grands choux chez moi. Pardon. Donc, voilà, il faudrait une photo pour bien faire. Mais si vous voyez des tout petits coléoptères brillants, ce sont les altises. Alors là, faut badigeonner, mettre certaines plantes avec des odeurs assez fortes comme l'absinthe ou la tanésie. Ça peut jouer aussi. Question, Alors, oui, donc Florian qui nous disait pour le voile d'hivernage, pour garder l'humidité après le semis des carottes. Mais donc ça, tu avais l'air de dire que c'était une bonne idée hein, d'utiliser. oui, oui, juste à enlever quand il fait trop chaud. Voilà. Alors, Sandrine qui nous pose la question, comment lutter contre les campagnols qui mangent tout, courgettes, carottes, poireaux? Oui, j'ai pas énormément de solutions contre les campagnols. Il faut être très vigilant au niveau des galeries. C'est assez visible puisque c'est des galeries en surface. Donc, une fois que la galerie est repérée, il suffit pas de remuer la terre parce elle va refaire une galerie à côté. Mais vous posez un piège. Alors, il y a d'autres pièges hein, que la fameuse piège guillotine. Il y a des pièges qui peuvent les piéger, simplement les garder vivants. Mais là, de nouveau, il faut aller très loin hein, pour les relâcher. Il faut pas se contenter de les mettre juste dans le petit bout à côté et aller voir régulièrement vos pièges pour les relever. Sinon, pour favoriser les prédateurs, c'est pourquoi pas mettre il y a comme ça des perchoirs à buses ou à faucons en forme de T. S'il n'y a pas trop d'arbres chez vous, pourquoi pas mettre ça? Donc, ça fait une dizaine de mètres de haut. Et là, vous avez le perchoir idéal pour ces rapaces qui vont chasser. Voilà. Alors, les chats aussi, il paraît que les chats chassent assez bien les campagnards. Il faut avoir des chats suffisamment chasseurs, quoi, suffisamment courageux. Ouais, Alors, Fabienne qui nous pose la question, que pensez-vous du savon noir contre les attaques de pucerons? Et donc ça, tu en as parlé, hein, Bastien, oui, comme quoi c'était quand même une bonne idée, mais attention alors au oui. camp. Au niveau de la recette, il faut bien respecter les proportions et faire attention au niveau du moment. Donc cibler et alors observer avant au cas où si on a des larves d'insectes auxiliaires, hein, larves de coccinelle, on n'a pas l'habitude de la voir, donc regardez bien qu'il y ait pas d'autre chose que des pucerons. Et puis si vous voulez, bah, pulvériser, mais de nouveau le matin ou le soir uniquement. Et alors, Séverine a fait le test du savon noir sur ses rosiers et donc après, elle a enlevé avec ses mains le long des tiges tous les pucerons et puis elle n'a plus rien eu cette année. Donc, voilà, elle touche du bois pour qu'ils ne reviennent plus. Oui. Voilà, c'est évidemment ça marche assez bien. Hein. Et les pucerons, bon, c'est vrai que on est en pleine période. Il y a un fameux jardinier Daniel Schmitz qui a donné une petite conférence une fois chez nous qui me disait, pourtant c'est un spécialiste des rosiers et lui il ne fait rien. C'est assez étonnant quand il dit ça, mais il ne fait rien parce qu'il observe les pucerons et puis d'un coup arrivent les auxiliaires et que au contraire qu'on traite avec des produits chimiques les pucerons reviennent euh, après très vite. Alors, ils ont été massacrés, mais il n'y a plus de prédateurs non plus. Voilà. Alors, contre le mildiou, le bicarbonate de soude, aussi bien dosé. Oui, c'est vrai que j'ai lu ça pour le bicarbonate de soude. Donc, c'est le bicarbonate de cuisine hein, qu'on peut utiliser. Ça agit sur le pH et donc au niveau des spores,
ça, c'est nouveau préventif, hein, mais ça peut assez bien marcher, ouais. Donc à essayer, hein. Voilà, je dis pas que c'est miraculeux, mais ça vaut mieux que le cuivre en tout cas. C'est préférable. Alors, Fabienne, pour la cloque du pêcher, si la bouillie bordelaise n'a pas fonctionné, que peut-on faire? Les feuilles de mon mirabellier de 3 ans sont aussi toutes boursouflées. Est-ce que tu as une idée? Alors, la rouille du poirier, hein. On parle de ça, hein. Pour la cloque du pêcher. Ah, pardon. Non, non. Alors là, j'ai pas énormément de solutions. Moi-même, j'ai jamais eu de pêcher mais je sais que c'est assez impressionnant. Les feuilles qui sont très vite déformées. Et à part ramasser les feuilles, donc couper les feuilles qui sont atteintes, il y a, je vois pas de solution en fait. Désolé, je sèche. Alors, des gros trous sur les feuilles de chou. Qu'est-ce que ça peut être? Des très Euh, gros trous. Ma limace ou chenille, à voir si c'est à voir la nuit s'il y a vraiment les limaces qui sont là et sinon voilà, bien protégé. Moi je couvre carrément quand j'ai des plantes comme ça qui sont sensibles, un chou, courgettes qui vont bientôt les repiquer aussi, hein. Pareil pour les courgettes et les courges, il faut les protéger. Donc parfois il vaut mieux les couvrir, enfin les, les, les couvrir avec un petit peu de ce qu'on appelle ça une cloche. On peut fabriquer ça soi-même avec un petit peu de plastique, hein, une bouteille coupée en deux. Vous couvrez. Attention à la chaleur, mais la nuit, il vaut mieux mettre ça si on n'a pas d'autre solution et ça empêche les limaces d'arriver. Maintenant, il fait très chaud, donc n'oubliez pas de les enlever après. Alors, question de Séverine. Fruits rouges, feuilles boursouflées, c'est quoi? Sur des framboisiers, groseilliers, ce sont des gros trous et pas de bébêtes. Oui, c'est peut-être des tentraides. Euh, mais les feuilles boursouflées, Oui, ça, il faudrait une ça me- photo. Ça peut être pas mal de choses parce que j'ai d'abord pensé aux pucerons, mais si les feuilles sont mangées, c'est pas des pucerons, puisqu'il y a des trous. Donc ça peut être plusieurs choses. Donc pour ça, envoyez-moi des photos sur mon adresse mail. Je rappelle bastien@adalia.be et je pourrais répondre peut-être plus précisément pour pas dire de bêtises. Alors, y a-t-il une solution aux attaques de fourmis sur les fruits? Oui, enfin, alors c'est une solution qui n'est pas la meilleure solution, mais ça a l'avantage de fonctionner assez bien sur les arbres, les arbustes. On met une collerette, une bande de glu au pied de l'arbre, donc au niveau du tronc, à une dizaine de centimètres de haut. Et voilà, soit on badigeonne avec de la glu qu'on achète, la colle horticole, on appelle ça, soit on a des espèces de bandes à attacher qui sont très collantes. Chez EcoStyle, ils vendent ça. Et alors, les fourmis, comme elles montent et descendent de l'arbre, pourquoi est-ce qu'elles font ça? C'est pour aller traire les pucerons, pour aller chercher le miel. Donc, c'est comme le troupeau de vaches qui va se faire traire. Ils vont jusqu'à leur troupeau de pucerons, et puis ça redescend, et à chaque fois, elles vont passer par cette bande et se faire coller. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je suis un peu mitigé? C'est que ça a tendance à coller un peu de tout au niveau des prédateurs potentiels peut-être aussi. Donc, mais voilà, si on est fort infesté chaque année, ça vaut la peine. Et là, l'avantage aussi quand même, c'est qu'on aura moins de fourmis qui vont protéger ces pucerons. Il faut savoir que les fourmis vont les protéger des attaques de prédateurs aussi. Donc moins de fourmis, plus d'auxiliaires qui vont arriver par au-dessus. Voilà. Alors, donc, bah, Séverine qui nous dit qu'elle t'enverra une photo hein, pour ces fruits rouges. Ok. Parce qu'elle ne, elle dit pas de chenille
donc elle pense que c'est des limaces, mais donc elle t'enverra une photo, Bastien. Ah oui. Et alors, il y a Angèle qui a envoyé une photo, si tu peux aller voir sur le chat, pour voir, elle demande si tu as une idée de ce qui est arrivé à son jeune poirier. Mais c'est une photo à télécharger, Ah, d'accord. Hop, 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 hop. 9h16. Faut que je sorte. Comment on fait? Hop, je vais arrêter le partage. Et comme ça, je peux aller dans mes petits fichiers pour l'image. Excusez-moi si ça prend un peu de temps, mais image, allez hop. Alors, ah oui, c'est le bout des feuilles qui sont noircies. Ouais, ça c'est plus compliqué, hein. Niveau des maladies, je suis moins bon. Ouais. Ah, c'est particulier. Mais Elle a renvoyé je, une photo si jamais. je lui répondrai par mail. Je vais Ouais. essayer de voir un petit peu. Parce que là, il faudrait un peu de temps pour que j'analyse ça avec ce que j'ai comme ressources. Et donc je veux bien que, Angèle envoie peut-être un petit rappel de son adresse mail, sauf si je l'ai dans le Les inscrits. oui, mais parfois le nom ne correspond pas toujours, Ok, je m'en occupe. et donc il me semble qu'il y avait encore une question. Tut, tut. Est-ce bien d'appliquer de la chaux sur les troncs d'arbres? Je pense qu'il faut de la chaux hydratée, aussi dite éteinte aérienne, maigre et grasse. De quoi cela protège-t-il? Alors, Jean-François qui pose la question. oui. Et donc, on voit ça souvent dans certains vergers pour tuer en fait toutes ces larves d'insectes qui euh, notamment vont attaquer les fruits. Donc les carpocaps des pommes, poires vont se nymphoser fin de saison dans le tronc, dans les fissures. Notamment aussi les pucerons parfois font les œufs d'hiver là dans le tronc. Et donc on va tuer ces insectes avec de la chaux, aussi parfois de l'huile. Donc c'est ça qu'on utilise la chaux. Par contre, eh bien de nouveau, les auxiliaires qui se cachent aussi dans le tronc vont y passer, quoi. Donc c'est pas. Après c'est pas non plus la pire des méthodes. Je pense que elle peut être faite dans certains cas parce qu'on a quand même pas mal de choses à craindre dans le verger au niveau des pommes poires. Donc bon, il vaut mieux ça que de pulvériser l'arbre par la suite. Voilà, je pense Et avoir répondu. alors une dernière question. De nouveau, après mon savon noir dilué bien sûr dans de l'eau, je vois sur certains sites qu'il faut rincer le lendemain. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Oui, hein, bah, c'est pour pas laisser, à mon avis, de produits sur la plante. Si on a typiquement du basilic ou des laitues, on va consommer le feuillage. Tout ce qu'on pulvérise, s'il pleut pas, qu'on n'arrose pas, il vaut mieux le rincer, peut-être pas le lendemain, mais quelques jours après. Ouais, voilà. Donc c'est le principe, c'est de pas laisser trop de produits en permanence sur les légumes, hein, surtout. Voilà, voilà, on a répondu à toutes les questions, je pense. Si j'ai oublié quelqu'un et qu'il n'hésite pas à se manifester, ben, je pense que j'ai fait le tour. Ah, encore une dernière petite question de Séverine. Enlever les feuilles Fraisier, pour ah avoir plus voilà, de tu vois. fruits. Non, enfin, si c'est des feuilles saines, non. Si c'est des feuilles qui commencent à être
un peu rouges, hein. C'est souvent en fin de saison, mais les vieilles feuilles, si vous voyez qu'elles sont un peu sèches, oui, on peut nettoyer un peu sa plante, mais les feuilles vertes, on va dire saines, non, non. Euh, voilà, ça fleurit de toute façon. Bah voilà, il faut être patient, mais c'est vrai que euh, y- les fraisiers demandent un sol assez riche et frais. Par le temps qui court, il y a beaucoup de fleurs, mais on va voir si on aura beaucoup de fruits. Il faut de l'eau pour les fruits. Voilà. Voilà, bah, je pense qu'on peut clôturer. Oui, merci à tous. Et donc on vous enverra d'ici une semaine. J'espère que ça marchera cette fois-ci. Donc l'enregistrement et le PDF pour les slides. Voilà, voilà. Merci à tous Bonne soirée. et bonne semaine.